le podcast Humain demain. Alors nous sommes avec Bruno Pi dans le podcast Humain demain et je suis aussi accompagné de Marc Roux, le président de l'Association française transhumaniste. Monsieur Pi, est-ce que vous pouvez déjà vous présenter avant qu'on commence à vous poser quelques questions? Alors bonjour, je suis Bruno Pi, professeur de droit privé et sciences criminelles à l'Université de Lorraine, basé à la faculté de droit de Nancy. Et mes domaines de compétences sont le droit pénal et le droit médical, ce qui m'amène évidemment à travailler sur l'être humain, son corps et la vie en général. Monsieur Pi, le droit en général, donc comme vous venez de le dire, cherche évidemment à encadrer les modifications corporelles, mais pour ce qui nous intéresse, eh bien, il s'agirait de modifications corporelles volontaires, à des fins pas forcément de thérapie, de réparation, mais éventuellement à des fins d'augmentation ou d'amélioration sous la forme d'implants, de prothèses éventuellement intelligentes aujourd'hui, de neurostimulateurs en tout genre, etc. Comment est-ce que peut s'articuler cet encadrement sans que soit vraiment porté atteinte à la liberté individuelle? Comment est-ce que les limites ou les frontières entre ces deux objectifs qui peuvent être contradictoires parfois, comment est-ce qu'ils se fixent? Est-ce qu'on peut essayer de commencer par cette question, alors pas forcément la plus simple? Alors, en fait, je vais renverser votre postulat de départ en prenant évidemment ma casquette de juriste, puisque c'est en tant que professeur de droit que vous m'interrogez. Concernant les modifications du corps humain, quel est le principe? Le principe, c'est que, a priori, toute altération, toute effraction du corps humain, toute atteinte à l'intégrité du corps est prohibée. C'est le principe depuis toujours dans le droit contemporain. Le code pénal prohibe toutes les formes d'atteinte, volontaires ou involontaires, au corps d'un être humain vivant. Depuis la plus petite blessure provoquée, la plus petite piqûre, jusqu'aux actes les plus mutilants, évidemment les actes mortels, quel que soit le mobile, tout acte est prohibé par le code pénal, soit en tant que contravention de violence légère, soit en tant que délit de violence entraînant plus de 8 jours d'ITT, soit dans certains cas en tant que crime de mutilation créant une infirmité permanente. Donc tout est interdit, c'est le principe. Sauf ce qui est explicitement autorisé, sauf ce qui est permis par la loi. C'est une permission de la loi au sens du code pénal de déroger à ce principe de prohibition pour, de manière exceptionnelle, pouvoir commettre un certain nombre d'actes attentatoires à l'intégrité corporelle. Alors il y a évidemment la légitime défense, l'action des forces de l'ordre, dans certains cas, certaines formes de violence encadrées, limitées mais autorisées. Et puis pour ce qui concerne le domaine que je connais un petit peu mieux, le domaine de la santé, eh bien c'est les conditions d'accès au corps d'un patient, les conditions dites de licéité, de conformité au droit, permettant à un professionnel de santé de porter sur le corps du patient des actes qui peuvent être des actes de faible intensité ou de grande intensité, voire extrêmement mutilants, mais sous réserve des 4 conditions prévues par le Code de la santé publique pour pouvoir commettre cet acte de violence sur le corps du patient. Il faut un titre de professionnel de santé. Globalement, pour faire simple, la plupart des cas, c'est le médecin et son diplôme et son inscription à l'ordre, un titre juridique. Il faut le respect de la volonté, consentement libre et éclairé du patient, évidemment, là encore, sauf exception. Il faut une finalité qui soit une finalité validée par le droit, une finalité à but thérapeutique, on va revenir sur ce mot, et puis une qualité satisfaisante. Et sous réserve de ces 4 critères, titre, volonté, finalité, qualité, alors l'acte est rendu licite et justifié pénalement, il est conforme au droit et il est évidemment encouragé, validé, remboursé, etc. En revanche, s'il manque une des conditions, alors l'acte, on revient au caractère illicite, au caractère prohibé, c'est une infraction pénale. Si l'individu n'a pas le titre, même s'il soigne très bien et qu'il fait des beaux gestes, il n'a pas le titre, c'est un acte illégal. Si il fait avec un titre un acte de très bonne qualité, mais sur un acte qui n'est pas volontaire, c'est prohibé, et ainsi de suite. Il faut le cumul des 4 conditions pour que l'acte soit licite. Donc, ça, c'est très important parce que sur la question de l'augmentation du corps de l'individu, sur la question des implants, des dispositifs médicaux implantables, etc., eh bien, il faut, pour pouvoir les réaliser,
que les 4 conditions soient respectées. Évidemment, titre, volonté, finalité, qualité. Donc, pour revenir à votre question initiale, quelle est la place pour la liberté de l'individu par rapport à son corps? C'est une question très importante qui touche à la philosophie, à la politique, à l'éthique. On a entendu beaucoup dans les années 70 des revendications de libre disposition. Mon corps m'appartient, je fais ce que je veux, etc. Sauf que non. Philosophiquement, on peut en discuter, mais juridiquement, non. Je ne peux pas dire je fais ce que je veux de mon corps. Il y a des tas de règles juridiques qui viennent encadrer les gestes auxquels je peux avoir accès, les médicaments, les produits. Je peux pas fumer n'importe quoi, n'importe où. Je peux pas conduire sans ceinture, piloter une moto sans casque. Ça veut dire que l'État, au nom de l'ordre public, prohibe un certain nombre de choses, encadre un certain nombre d'autres comportements. Et je ne peux pas dire je suis libre de faire ce que je veux avec mon corps. Et on en a un certain nombre d'exemples. Et la question très actuelle de la fin de vie, je ne fais pas ce que je veux ni de mon corps ni de ma vie. Si je veux mourir et que je veux que ce soit mon conjoint, mon enfant, mon ami qui me donne la mort, et que je signe tous les papiers au nom de ma liberté, on va me dire dans l'état actuel du droit, tant que la loi n'a pas évolué, c'est un homicide. Et j'aurais beau avoir exprimé mon souhait, ma volonté avérée, lucide, etc. Le droit dit non. Par ta volonté, toi, être humain, tu ne peux pas tout, ni sur ta vie, ni même sur les modifications de ton corps. Alors, je me permets de rebondir, nous n'aurons sans doute pas le temps de poser toutes les questions que nous avions prévues, mais ça me semble intéressant parce qu'on est déjà dans le vif du sujet. Qu'en est-il de la réaction du droit en France par rapport à des personnes qui pratiqueraient ce que le droit alors considérerait peut-être comme des automutilations, puisqu'on aurait d'une part mutilation, je pense à des cas comme les personnes qui se font implanter ou qui s'implantent elles-mêmes, par exemple, une puce RFID dans la main, disons. Donc, d'après ce que vous venez de dire, il y a violation du droit, mais est-ce que ce geste serait considéré comme un délit? Et on a eu en France des cas, même sur la place publique, de personnes procédant à des implantations sur scène. Est-ce que ça aurait dû être qualifié de délit ou de crime? Alors, énorme différence à faire entre ce que l'individu fait sur son corps et ce qu'il fait sur le corps d'autrui. Donc si moi je veux m'implanter, me percer, me mutiler, me scarifier, etc., sur le plan du droit, en tout cas du droit pénal, il n'y a absolument pas de problème dans la mesure où le code pénal ne prohibe que les violences faites à autrui. Il n'y a pas de cas répréhensible d'automutilation, sauf un, en matière militaire, pour le militaire qui se rend impropre au service. On a toujours eu en période de conscription des individus qui se coupent le pouce ou un doigt pour ne pas aller à la guerre, etc. Ça, c'est une infraction purement militaire. Mais en dehors de ça, si moi je vais dans mon établi et que je me coupe volontairement un pouce ou que je m'implante sous la peau un boulon, juridiquement, il n'y a rien à me reprocher. Ce qui va jusqu'au point extrême, c'est la question du suicide et de la tentative de suicide. Est-ce que je suis répréhensible si je tente de me suicider? Non. Parce que n'est prohibé que l'homicide ou la tentative d'homicide d'autrui. Au passage, un suicide peut générer des risques pour autrui. Si je me jette par la fenêtre et que je tombe sur quelqu'un, alors moi je suis pas répréhensible pour ce que je me suis fait, mais si j'ai blessé quelqu'un, oui, là le droit entre en ligne de compte. Donc il y a cette question de différence fondamentale entre soi-même et autrui, et c'est vraiment important de bien distinguer. Et il y a par ailleurs, dans la question que vous posez, des implants, des puces, RFID, etc., l'application des 4 critères que j'évoquais tout à l'heure. Si c'est une implantation, on va parler en particulier ensemble des dispositifs implantables, les pacemakers, les stents, etc., tout ce qu'on va introduire dans le corps, dans le cadre de la santé au sens large, les 4 critères sont respectés. On introduit un stent dans les coronaires par un individu qui a un titre pour le faire, de médecin, sur un individu volontaire, dans une finalité thérapeutique, on reviendra sur cette notion, et avec une qualité satisfaisante, c'est nickel. Maintenant, si un charlatan s'amuse à le faire, même bien, c'est répréhensible. Si on le fait sur le corps de quelqu'un qui n'est pas volontaire, c'est répréhensible, et ainsi de suite. Et si on le fait dans un autre but, dans un but expérimental, dans un but de jeu, dans un but de dopage, alors, évidemment, on pourra rentrer en voie de répression parce qu'on n'est pas dans l'application des critères. Et j'insisterai tout au long de notre entretien sur le raisonnement qui est toute action sur le corps d'autrui est répréhensible, sauf celles qui sont autorisées.
C'est important parce qu'on a des gens qui abordent en disant mais moi je suis libre de faire ce que je veux. On a vu à l'instant, je le répète, que non, c'est pas le mécanisme pour la dimension de l'intégrité du corps, de sa protection dans sa peau, ses organes, son fonctionnement. Le principe est tout est interdit sur le corps d'autrui, sauf ce qui est autorisé. Mais sur mon corps, évidemment, je fais ce que je veux dès lors que je mets pas autrui en danger, dès lors que je ne porte pas atteinte à l'ordre public, que ça n'est pas sur la voie publique avec des problèmes d'exhibition, etc. Sur moi, je fais ce que je veux. Je peux m'implanter, me mutiler, me mettre des épingles dans le nez ou dans les oreilles, mais sur autrui, non. D'accord. Et je serais curieux aussi de savoir si les dispositifs technologiques qu'on intègre dans le corps, ils sont toujours considérés, enfin, on les considère comme des parties intégrantes du corps humain, un petit peu comme un organe finalement, ou alors est-ce que ce serait des biens aliénables, des biens qui pourraient être vendus, alors parce que évidemment, c'est pas possible de vendre un organe. Donc la différence entre ça et un dispositif intégré. Alors ça, c'est une très très bonne question, évidemment. Il faut revenir au point fondamental qu'on enseigne en faculté de droit à nos étudiants, qui est la distinction, la summa divisio, la division fonctionnelle entre les choses et les personnes. Les choses, les biens mobiliers, immobiliers, etc., sont régis par une partie du Code civil on peut, dans certains cas, pas toujours, mais on peut les vendre, les louer, les détruire, etc. Pas toujours, parce qu'il y a des biens qui sont inaliénables, il y a des biens qui ont des statuts particuliers, très bien. Par exemple, les animaux sont des choses, mais des choses vivantes, avec une sensibilité, on peut pas faire n'importe quoi, on peut pas en particulier les soumettre à des actes de cruauté, etc., ou à des traitements, bref. Ça, c'est les choses. Et puis, il y a les personnes, et la corrélation entre l'être humain, sujet de droit, et son corps est absolue. On est en dehors du champ des choses. Pourquoi je le dis? Parce que j'entends parfois, dans des propos, certains dire « mais mon corps m'appartient, je suis propriétaire de mon corps ». Ce qui est un contresens, puisque le corps n'est pas une chose, il est le substrat d'une personne. Je ne peux pas, et vous l'avez dit à l'instant dans votre question, utiliser mon corps pour le vendre, le découper, je ne peux pas me donner en esclavage, ça n'est pas une chose. Un cheval, je peux le vendre, le louer, le prêter, etc., voire dans certains cas le manger, mais pas le corps, parce que on est dans la catégorie des personnes et pas des choses. Ça, c'est la distinction assez classique. Maintenant, comme votre question le sous-entend, il y a des objets, des choses qui peuvent à certains moments être incorporés dans l'être humain. Il se pose la question de savoir ce que devient cette prothèse, par exemple. Lorsque on a mis un pacemaker dans la poitrine d'un individu, est-ce que ce pacemaker est une chose ou une personne? Eh bien, l'incorporation dans l'être humain va changer le statut de cette prothèse qui devient une partie de la personne. Et donc, c'est important parce que, de droit classique, l'accessoire, la chose, suit le principal, devient partie du corps humain. Et donc, ça signifie quoi? Ça signifie que, une fois que ce pacemaker, je prends cet exemple qui est le plus marquant, est dans la poitrine d'un individu, on peut plus, le créancier qui n'aurait pas été payé ne peut plus saisir ce pacemaker, on ne peut plus exercer un droit de rétention, etc., puisque c'est une partie d'un humain, donc d'une personne. Et si quelqu'un venait à dégrader cet objet, initialement chose, mais dans le corps de l'individu, alors ça serait une atteinte à la personne. Et on peut rentrer, j'imagine que vous aurez peut-être des questions, dans les questions technologiques, si un hacker vient à pénétrer dans le système du pacemaker, le dérégler pour entraîner des maladies, voire la mort de celui qui porte l'objet, c'est une atteinte au bien? Dégradation du bien d'autrui? Non, c'est une atteinte à la personne, puisque l'objet étant incorporé, il est devenu une partie de cette personne. Alors, je rebondis une fois parce que vous touchez à un exemple qui nous est assez connu. On a eu connaissance de différents cas à travers le monde, notamment à propos de pacemaker, où s'est posé un problème supplémentaire. Je suis curieux d'entendre votre avis. Vous connaissez peut-être l'affaire Helen Sander, cette avocate américaine, porteuse d'un pacemaker, qui, en plus de ça, était une militante, et toujours une militante du logiciel libre, et qui a démontré qu'elle et ses équipes étaient capables, par exemple, d'améliorer le fonctionnement des algorithmes des pacemakers, qui, comme tout algorithme, pouvaient comporter des bugs, et ils arrivaient à retrouver les failles sur ces algorithmes
algorithmes et donc à les améliorer. Et comme il s'agissait quand même de ce comment dire, elle en était dépendante pour conserver sa vie, elle a attaqué en justice l'entreprise qui avait fabriqué pour essayer d'obtenir un accès au code. Et devant les juridictions américaines, elle a perdu. On a donné la priorité au droit commercial, à la propriété de l'entreprise sur ce code. Donc, on lui a donné la priorité sur l'accès pour le patient à quelque chose dont sa vie dépend. Que dirait le droit français? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est exactement la même chose qui serait jugée en droit français. C'est une question très très intéressante aux confins, là encore, de l'éthique et du droit des affaires. Mais je vais prendre un exemple encore beaucoup plus frappant, qui est dans le domaine du médicament. Si je suis dépendant d'un médicament et que le fabricant décide d'en modifier, c'est tout le problème du lévothyrox, etc., d'en modifier la présentation, la composition, les excipients, etc., est-ce que moi qui suis dépendant de ce médicament qui me maintient en vie et en bonne santé, j'ai un droit à connaître la composition, à connaître la fabrication, voire à imposer qu'elle ne change pas ou qu'elle soit améliorée, etc.? La réponse est non. On est sur la frontière entre la propriété intellectuelle du créateur, fabricant, gestionnaire du produit, alors que ce soit une prothèse, que ce soit, on l'a vu avec les cœurs artificiels, etc. Il y a des patients qui sont usagers, mais évidemment, le droit commercial, le droit des affaires au sens large, et la propriété du créateur, inventeur du médicament, du logiciel ou du matériel, eh bien, n'est pas contestable, et le consommateur ne peut pas prétendre avoir un droit à. Il a un droit d'accéder à des soins, oui, mais il n'a pas un droit de modifier, d'interférer ou encore plus d'altérer les conditions de fabrication du médicament, du logiciel ou du matériel. Et le fait qu'un objet soit considéré comme partie intégrante du corps humain ne change rien à cette affaire. Non. Il y a pas de ça change rien. Mais alors, je vais vous proposer deux autres questions liées à ça, qui est quid du pacemaker à l'issue de son utilisation. Il y a en particulier une polémique qui a commencé à circuler et une entreprise qui s'est créée pour récupérer les pacemakers dans deux cas, soit post-mortem, après autopsie, puisque les pacemakers et tous les dispositifs implantés dans le corps qui contiennent une batterie doivent être explantés avant inhumation ou crémation, pour des raisons de sécurité. Donc il y a du matériel qu'on récupère post-mortem, et puis il y a aussi des cas dans lesquels il y a du matériel qui va être changé, modifié, l'individu pour X raison, on lui enlève, on le remplace par un autre, etc. Qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce que devient cet objet sorti du corps humain? Il y a d'une part une polémique concernant une entreprise qui propose que on puisse donner ces matériels à son animal favori. Quand on a un chien qui a un problème cardiaque, etc., peut-on, en gros, j'ai commis un papier là-dessus il y a pas très longtemps peut-on donner son pacemaker à son chien? Et la réponse est non. On va le voir pourquoi. Et c'est la même question qui se pose concernant tous les explants, tout ce qu'on sort du corps humain, les stents quand ils sont plus opérationnels ou que on a passé la durée de vie et qu'il faut le changer, etc. Post-mortem ou in vivo, à qui appartiennent ces implants? Est-ce que l'individu, le patient ou ses héritiers quand il est mort peuvent prétendre à un droit de propriété sur ces objets explantés? Et la réponse est non. Non. Le statut qui s'applique, c'est celui de tous les déchets hospitaliers issus du corps humain. Quand on a enlevé un bout de veine, un bout d'os, etc., tous ces éléments issus du corps humain deviennent des choses, puisqu'ils sont extraits et que c'est plus des parties d'un corps humain, c'est le membre amputé, c'est le placenta, ça devient des déchets hospitaliers qui ont une destination unique qui est la destruction. Il peut y avoir une destination secondaire qui est la recherche dans des conditions particulières, mais en aucun cas il ne s'agit, et ça a été jugé, c'est prévu par les textes, et c'était jugé par la Cour de cassation, en aucun cas ce ne sont des éléments restituables qu'on rend à l'individu ou à ses héritiers. On a des demandes. Il y a des demandes. On a eu le cas à Nancy, après une autopsie, il y avait eu des prélèvements.
Il y avait des prélèvements de parties de poumons, de parties du foie, etc. Et puis de certains liquides. Et puis à l'issue de l'autopsie, le corps est restauré, rendu à la famille, mais la famille dit mais il en manque. Nous on demande la restitution de tel bocal, de tel fragment, de telle chose, etc. Et la réponse juridique a été de dire non, ça n'est pas restituable. Le corps, oui, pour des opérations funéraires, mais pas les extraits, les éléments. Et c'est important parce que parfois pour des raisons de conviction ou de croyance, je vous rappelle qu'il y a des religions qui professent que la résurrection, c'est la résurrection des corps. Donc s'il en manque, obère l'avenir dans l'au-delà d'un individu à qui il manque des petits morceaux. Et je pense en particulier à des communautés juives et Lubavitch à New York, pour qui il faut que la totalité du corps soit inhumée, sans quoi ça pose problème. Donc l'anecdote est relatée dans un ouvrage qu'on a fait sur les restes humains. Quand il y a un accident de voie publique d'un membre de cette communauté et du sang qui a été versé sur la chaussée, la communauté se cotise pour racheter à la ville de New York le bitume sur la parcelle qui a été ensanglantée pour que ça soit mis dans le cercueil et la partie de bitume est restaurée aux frais de la communauté. L'intégralité absolue du corps. Oui, mais ça, c'est de la religion, de la pratique, de la foi, ce qu'on veut. Juridiquement, non, le sang sur la chaussée n'est pas restituable à l'individu ou à sa famille, pas plus que le bras amputé ou que l'explant. Puisqu'il est traité de la même manière, le pacemaker n'est pas restitué post-mortem, etc. Certains vont dire, oui, mais quand même, l'individu l'a payé via la sécu, sa mutuelle, voire un dépassement d'honoraires. Oui, mais on a quitté le droit des choses quand l'objet a été incorporé dans l'humain. C'est devenu un bout d'humain. Or, ça n'est plus dans le commerce au sens juridique du terme. Toutes ces considérations découlent de la manière dont le droit s'est développé à travers les siècles, je vais dire, et d'un certain regard sur l'humain, sans doute, d'un ensemble de philosophies humanistes dans nos pays. Est-ce que, à l'heure ou à l'ère du transhumanisme, à une époque où notre relation au corps commence à changer dans le sens où on se rend compte que nous sommes en mesure, techniquement, donc de procéder à des modifications très très diverses jusqu'à commencer à envisager de la reprogrammation génétique, etc. Est-ce que l'ensemble de ces principes restent intangibles ou est-ce qu'il y a certaines choses qui peuvent être amenées à évoluer? Parce que vous nous dites la réponse est non, la réponse est oui, mais je comprends bien. Vous me posez en situation du professeur de droit que vous êtes, vous ne pouvez pas dire autre chose. Mais est-ce qu'on peut essayer de se projeter quand même dans l'évolution du droit et des conditions de l'évolution du droit? Par principe, comme le principe de l'indisponibilité du corps humain, peut-il être rediscuté, disons, dans les perspectives qui s'ouvrent devant nous? Qu'en dites-vous? Alors, évidemment, le professeur de droit vous répond d'abord sur ce qu'on appelle le droit positif, c'est-à-dire le droit applicable concrètement aujourd'hui, 11 juillet 2025. C'est ce qu'on appelle déléguer l'ATA sur le plan du droit qui existe. Après, et c'est tout l'intérêt de réfléchir et de faire de la recherche juridique, c'est aussi de la prospective. Quid déléguer ferenda sur le plan de la loi à faire ou qui se fera demain. Comment les choses vont-elles évoluer? Évidemment, les êtres humains fabriquent le droit qui leur convient. Et donc, il n'y a rien de gravé dans le marbre, intangible, etc. Sur rien. Est-ce que demain, la société décidera de rétablir l'esclavage et de trouver un cadre pour ça? Why not? Je veux dire, rien n'est exclu. Aujourd'hui, ça nous paraît être une sorte de tabou indépassable. Ça a existé, mais on l'a aboli. Bon. Mais, et ainsi de suite. La peine de mort, oui, elle a été abolie, ça venait du passé, mais est-ce qu'elle sera réinstaurée? Quand on voit, il suffit de jeter un œil du côté américain et de voir ce que Donald Trump est en train de faire à son pays, sur le plan du droit, rien n'est intangible. Ça, c'est une première remarque. Deuxième remarque, il y a eu, sur ce côté transhumanisme, des questions qui se sont posées à plusieurs reprises dans l'histoire scientifique contemporaine, et je dirais que les deux grandes étapes, sans remonter à la nuit des temps, c'est le développement des greffes d'organes dans les années 60. Et dans la loi, concrètement, en France, avec la loi Caillavet de 1976. Donc la question se posait de savoir dans quel cadre on pouvait utiliser les organes d'un être humain A pour les greffer dans le corps d'un receveur être humain B. Et les différents pays ont choisi des stratégies différentes. Il y en a qui prohibent,
complètement, qui ne le font pas, d'autres qui permettent uniquement post-mortem, en prélevant, c'est ce qu'on appelle un prélèvement cadavérique sur l'individu en mort cérébrale, etc. D'autres qui prévoient la possibilité, en particulier pour les organes qui sont en double, comme le rein, eh bien, le don in vivo dans un cercle plus ou moins limité. D'autres ont prévu la vente. L'Inde a mis en place la possibilité de la vente de reins, etc. La question s'était déjà posée sur l'argent. Elle s'était déjà posée 20 ans plus tôt, en 52, au moment de la loi sur le sang et la transfusion sanguine. La France, vous le savez, a mis en place un système de collecte par des établissements de prélèvement et des donneurs qui sont incités à venir faire un acte civique de solidarité gratuit. Don du sang, c'est la règle en France depuis 70 ans. Il y a des donneurs, il y a des associations de donneurs, on promeut le don du sang, geste altruiste, etc., etc. Super, super. Sauf que la question se pose de savoir si c'est la méthode la plus efficace. En effet, le système français de la transfusion fonctionne bon an, mal an, mais il a deux problèmes. Il a un problème, enfin trois même. Il a un problème chronologique. C'est que les donneurs ne viennent pas forcément au moment où on a des besoins. Il a un problème géographique, qui est que le système français fait que il y a des régions d'altruistes qui donnent du sang, et plus que ce qui est nécessaire dans cette région, et d'autres qui sont déficitaires. Donc en France, personne ne communique là-dessus, mais je prends la région Grand Est où j'habite, par exemple, c'est une région excédentaire, il y a plus de donneurs que de besoins, donc ça irrigue le système, et ça va alimenter, par exemple, la région parisienne qui est déficitaire. Et puis surtout, il y a un problème qualitatif dans la mesure où, lorsque le système de la transfusion, l'établissement français du sang manque de sang à moins, il a plus qu'à croiser les doigts en espérant qu'il y ait des donneurs à moins qui viennent se présenter. Mais il a aucun levier sur ce point. Si tous ceux qui viennent sont O, B ou A+, eh ben, il prend, alors après, il va faire des deals, il va échanger, il va trouver des systèmes, etc. Pourquoi je dis ça? Parce que dans la région qui est frontalière de la mienne, qui est l'Allemagne, en Allemagne, il a été choisi depuis toujours un système qui est celui de la vente de sang. C'est-à-dire qu'il y a des individus qui sont payés aux alentours de 50 € pour pouvoir, tous les 10 jours, par un système d'abonnement, etc., être appelés, j'insiste là-dessus, à venir vendre, je vais dire, une pinte de sang, une poche de sang. Pourquoi est-ce que ce système existe de l'autre côté de la frontière, dans le droit allemand? Parce qu'il permet chronologiquement au système de se projeter, de dire là on a besoin, on a une période de carence, on a une période d'accident, etc. Eh bien, il va solliciter avec les systèmes modernes de mail, de SMS, etc. les donneurs, les vendeurs. Géographiquement, ça va être au point où on en a besoin. Et puis, qualitativement, s'il a besoin de A-, il sollicite les A- et pas les O ou les B+. Tout ça pour dire que on a en France, pour des raisons de valeur, le culte de la gratuité, cet altruisme, qui provient de la charité, donner son corps pour autrui, c'est très philosophique. Mais sur le plan de l'efficacité en santé publique, c'est discutable. Il y a des cas dans lesquels le système de l'argent est plus efficace que le système de la gratuité. Ça choque les gens quand on leur dit, c'est valable aussi dans l'humanitaire, hein. Les humanitaires vont dire, quand on fait appel aux dons, les gens viennent donner une couverture, une boîte de cassoulet, une boîte de médoc. C'est pas très efficace pour porter secours quand il y a un tremblement de terre. Le plus simple, c'est l'argent. Donner de l'argent, et les équipes de Médecins du Monde, de la Croix-Rouge, etc., savent quoi acheter, comment le transporter, etc. Le don n'est parfois pas aussi efficace, voire beaucoup moins efficace que la vente, l'achat, etc. Donc, je sais pas si ça répond à cette question sur l'indisponibilité, en tout cas sur le caractère gratuit ou onéreux des échanges entre humains. Donc là, la question se posait sur l'évolution, de la possibilité de l'évolution du droit. Vous donnez un exemple bien précis qui montre qu'évidemment le droit évolue et que ce qui, d'une part, peut être interdit, disons, de ce côté-ci des Pyrénées, peut être permis de l'autre, etc. Vérité en deçà des Pyrénées, mensonge au-delà, montagne. Dans cet ordre de questions, je vais sauter un petit peu pour aller vers une question proche, ou plutôt, Gaëtan, je pensais pouvoir sauter à la question suivante pour rester dans la question sur les problèmes liés à la marchandisation, justement, on y est en plein. Monsieur, oui. Je te laisse peut-être sur la marchandisation en général, ou du corps, ou d'éléments du corps. La question...
La question, voilà, ce serait les risques juridiques et éthiques que peut poser la marchandisation de certaines capacités humaines via les technologies, notamment comment on peut après, on entre dans des scénarios de science-fiction un petit peu, mais par exemple, il peut y avoir des dérives potentielles avec des entreprises qui pourraient exploiter les utilisateurs d'implants ou de prothèses en imposant des abonnements mensuels. Et puis, si on imagine que le coût augmente, courante du transhumanisme de dire on va forcément vers des dérives et des catastrophes parce que bien la pression sociale, les exigences des entreprises, etc. Là, à travers la marchandisation, vont pousser à la réification du corps et donc à une forme de déshumanisation. Je pense qu'on a ça derrière dans cette question. Oui, alors la question des dérives, c'est évidemment une question permanente, ancestrale et transversale. Mais comment dire, elle se pose sous l'angle aussi de la posture par rapport à l'économie. Je pense à ça parce que, par exemple, quand on a eu la période Covid, il y a eu cet argument concernant les anti-vax. Oui, mais c'est Big Pharma qui fait de l'argent et tout est, en fait, tout est suspect d'être derrière une démarche mercantile. C'est pour que des actionnaires gagnent du fric qu'on nous vend telle direction en santé publique. Ce qui est intéressant dans l'histoire du vaccin et donc des antivax, c'est que la première vaccination obligatoire en France, c'est 1902, la loi sur la variole, le vaccin antivariolique. Et à l'époque, dans les arguments qu'on entend en 1902, il y a déjà, oui, mais c'est les laboratoires, il y a ça, il y a l'État veut nous contrôler, et puis on sait pas ce qu'il y a dedans. C'est intéressant parce que on a entendu en 2020 exactement les mêmes arguments ressortir. Comme quoi il y a des permanences dans les craintes, dans les angoisses de l'être humain par rapport à ces innovations. Alors, concernant la marchandisation du corps et des éléments du corps et des produits du corps et de la santé, je pense qu'il faut d'abord commencer par un plan large qui est que oui, à de nombreux égards, il y a déjà une marchandisation des activités humaines, corporelles. La force de travail du bûcheron qui loue ses bras pour couper des arbres, etc., à l'entreprise qui l'emploie, c'est déjà sa force musculaire, sa présence, sa disponibilité et le risque de blessure qui sont mises en cause par contrat. Le sportif professionnel qui court après un ballon, etc., pour des sommes qui peuvent être le mannequin et son image. On a une marchandisation déjà assez large des activités humaines, de l'énergie musculaire, des talents, de l'image, etc., etc. Après, ça veut pas dire que tout est possible. Il y a des limites et on pourrait évoquer en particulier cet encadrement, prohibition des activités périphériques à la prostitution. Parce que on ne peut pas tout monnayer dans les activités humaines, monnayer sa voix, son image, ses qualités de footballeur, oui, mais si ce sont des activités sexuelles, alors là, pour des raisons d'ordre public, il y a un cadre juridique qui se met en place. Donc ça, c'est sur la question du rapport corps-argent. Et comment faire de l'argent avec son corps. Il y a des activités licites. Et là, le principe, c'est la liberté du commerce et de l'industrie. Je peux faire ce que je veux, jongler dans la rue, faire des tableaux, chanter, écrire, danser, courir. Je peux monnayer mes talents, mais les exceptions, c'est qu'il y a des activités interdites. Il y a des activités interdites, on vient de parler de périphérique à la prostitution, il y a des produits interdits. Liberté du commerce, je peux vendre mes salades, mon basilic, mes aquarelles, mais je peux pas vendre de la drogue ou des armes parce que ce sont des produits interdits. Et puis il y a des activités réglementées pour lesquelles, pour s'y adonner, il faut respecter des conditions. Par exemple, dans le domaine de la santé. C'est pas parce que j'ai des talents que je peux professer des activités de soins, elles sont encadrées. Et si je franchis la limite, même sans causer de dégâts, même sans causer de victimes, c'est de l'exercice illégal. C'est comme la conduite sans permis. Comment ça, je peux pas librement aller m'acheter demain une moto et m'engager? Non, j'ai pas le permis moto. Et donc, si je me fais choper, c'est de la conduite sans permis. Même si j'ai blessé personne, même si j'ai écrasé personne, c'est une activité réglementée soumise à l'exigence d'un titre comme médecin, avocat, chauffeur de taxi. Il y a des professions réglementées. Au passage, c'est une anecdote, mais pourquoi est-ce qu'on voit surgir dans toutes les rues des villes de France des barbiers? Ça n'existait pas, il y a 5 ans, les barbiers, il y avait des coiffeurs, et puis c'est tout. Aujourd'hui, il y a des barbiers partout, parce que la législation a prévu que pour être coiffeur, il faut un brevet professionnel. Pour être barbier, pas besoin. Donc n'importe qui. Moi, je peux demain ouvrir une boutique de barbier, je peux pas ouvrir une boutique de coiffeur. Et voilà des subtiles nuances juridiques
par rapport à un certain nombre d'activités. Alors, les risques de dérive et le risque que des entreprises se parachutent sur un marché en matière de santé et d'augmentation des performances de l'homme, etc., c'est évidemment déjà le cas. C'est évidemment déjà le cas dans tous les domaines liés à la santé, avec le marché du médicament. Regardez les chiffres quand on vient de racheter une entreprise de pharmacie en Angleterre pour un produit, on est à plus de 10 milliards de dollars, alors qu'il n'y a qu'un produit qui est intéressant dans l'entreprise rachetée. Donc évidemment, la marchandisation dans les produits qui rentrent dans le corps des êtres humains dans le domaine de la santé, c'est des sommes qui sont monstrueuses. Pour avoir une idée, on a envisagé la semaine dernière de ne plus défiscaliser les dons pour la recherche contre le cancer, etc. Ça pourrait faire une économie de 500 millions à l'État. 500 millions. L'entreprise américaine qui rachète une boîte anglaise, c'est 10 milliards. C'est 20 fois plus. Donc on est sur des monstres économiques. Sur le plan des médicaments, sur le plan des matériels, le budget, alors, là encore, vous le savez comme moi, mais les appareils diagnostiques, les scanners, etc., les IRM et autres coûtent des millions d'euros. Aujourd'hui, vous le savez comme moi, il y en a partout. Il y a 20 ans, c'était rare, il y en avait un par CHU, il fallait 6 mois. Aujourd'hui, vous tombez sur votre genou, sur votre coude, vous aurez dans la semaine un scanner. Donc, ça veut dire quoi? Il y a une demande, certes. Mais bon, mon grand-père, quand il tombait sur le coude, on lui faisait pas de scanner, ça n'existait pas. Donc, il mettait un peu de pommade ou de baume du tigre ou je sais pas quoi. Sauf qu'aujourd'hui, il y a Kodak et les autres qui ont fabriqué des matériels. Et puis, en même temps, c'est pas qu'une histoire d'argent. C'est qu'aujourd'hui, on a une amélioration dans les images diagnostiques qui met les patients en situation d'être mieux pris en charge, d'avoir moins de convalescence, moins de préjudice, etc. L'espérance de vie augmente. Tout ça joue dans l'amélioration de la qualité de la santé. Oui, l'argent est présent, la santé n'est pas désincarnée et complètement gratuite. Concernant les implants, puisqu'on parle beaucoup de ça dans notre conversation, évidemment, il y a un marché qui s'est créé. Il y a aujourd'hui des investissements en centaines de millions sur les implants, et je pense en particulier à tout ce qui est cardiovasculaire, puisque c'est là que les plus grandes innovations ont eu lieu, avec on en est à la 6e génération de stents, avec des produits actifs, avec des produits éventuellement de radiothérapie, avec du pilotage très fin. Oui, ça coûte des fortunes. Enfin, pour connaître, et vous en connaissez peut-être dans votre entourage, des hommes de 50 ans ayant eu un problème cardiovasculaire, aujourd'hui, ils sont pris en charge, ils ont une vie normale parce qu'ils ont eu un stent, deux stents, un pontage. Dans la génération de nos grands-parents, des hommes de 50 ans, soit morts, parce qu'il y avait des infarctus mortels en permanence, soit qui étaient en insuffisance cardiaque et donc qui avançaient à petits pas à 50 ans, qui pouvaient plus bosser, qui pouvaient plus rien faire et qui avaient une vie complètement limitée, il y en avait partout. Aujourd'hui, un stent, après un IRM, une artérographie faite n'importe où dans une ville, dans un cabinet privé ou public, et l'individu repart 3 jours après ou 8 jours après avec une vie normale pour ses enfants, sa femme, son boulot et son épanouissement. Oui, alors derrière, il y en a qui gagnent de l'argent, c'est vrai. C'est vrai, les fabricants de stents gagnent des millions, mais bon, c'est un vrai challenge, une vraie question de société, mais aussi une balance économique par rapport à tout ça. Les risques de dérive peuvent être aussi, et je me fais volontairement l'avocat du diable, dans le fait que certains résistent à des innovations médicales pour des raisons économiques. Et je vais en prendre un exemple qui est important, même s'il tend à s'effacer, à se gommer, c'est la question de la greffe de rein. En France, depuis les années 70, la loi Caillavet, j'en ai parlé, on a développé, d'abord avec ce qui était France Transplant, maintenant c'est l'Agence de biomédecine, un système de prélèvement, surtout post-mortem, et de greffe de gens ayant une insuffisance rénale chronique et importante. Les insuffisants rénaux sont des gens dont les reins sont malades ou morts, et donc qui sont totalement dépendants de quoi? D'une machine, système de dialyse, qui va les connecter plusieurs fois par semaine à une machine qui va filtrer le sang, puisque les reins sont morts, et que c'est l'office des reins que de filtrer le sang. En gros, donc, je schématise à l'extrême, le choix c'est machine ou organe, dépendance pluri-hebdomadaire à une machine, ou greffe d'organe, et lorsque la greffe d'organe est réussie, elle est de plus en plus maîtrisée en France, eh bien, l'individu, sous réserve d'un traitement anti-rejet à la cyclosporine,
pour que l'organe ne soit pas détruit par le corps du receveur, l'individu greffé va retrouver très rapidement une activité, une autonomie professionnelle, personnelle, familiale. Et vous avez tous vu comme moi des campagnes où on voit des greffés des reins, des greffés du cœur qui vont faire du sport, gravir des montagnes, etc. On a donc deux stratégies possibles, dialyse, machine, et greffe vers autonomie de la personne, pas parler de guérison, mais en tout cas une autonomie et une espérance de vie quasi parfaite. Avec tout ce que ça signifie pour les femmes jeunes, dialysées, impossibilité d'être enceinte, d'avoir des enfants, femmes greffées, on a un certain nombre de grossesses qui sont très bien passées chez des femmes greffées. Pourquoi je dis ça? Parce que vous m'avez interrogé sur les risques de dérive, ou en tout cas d'orientation économique du système de santé. Eh bien, si la France a développé la greffe de rein, un pays voisin, l'Italie, a, jusqu'à il y a une dizaine d'années, absolument pas développé le principe de la greffe de rein, et au contraire cultivé le système de la dialyse. Pourquoi? Parce que, j'ai pas d'éléments de preuve, mais enfin, les rumeurs veulent que la mafia ait mis la main sur le système et sur les machines de dialyse depuis 30 ans en Italie, parce que c'est des machines qui rapportent énormément, beaucoup plus que des machines à sous. Et quand on a quelqu'un qui est sous dialyse, à 30 ans ou à 40 ans, c'est à vie. Donc il est dépendant 2, 3, 4 fois par semaine de la machine, et donc ça en fait un abonné dépendant qui rapporte de l'argent à ceux qui sont propriétaires des machines. C'est ça la question. Et donc, on a des Italiens qui font tout pour demander des prises en charge en France pour obtenir des greffes en France, parce que la greffe, c'est l'autonomie, c'est l'absence de dépendance économique, etc. Donc, vous voyez que c'est jamais aussi simple qu'on ne l'imagine, et les avancées technologiques, le cadre éthique, le cadre juridique sont aussi des décisions qui sont des décisions finalement politiques au sens noble du terme. Quelle société veut-on pour demain? Veut-on des gens autonomes, mais il faut accepter le principe de la greffe, ou préfère-t-on la dépendance avec des machines? Super, vraiment intéressant comme concept. La distinction avec l'Italie est vraiment, c'est vrai que c'est tout à fait ça, quoi. C'est une exploitation financière. Et on va donc changer de sujet pour parler de quelque chose qui est très d'actualité, l'intelligence artificielle. Vous avez parlé tout à l'heure de la distinction donc entre les choses et les personnes. Donc je me demandais quels seraient les critères dans le futur, quelques années dans le futur, peut-être des décennies, mais pour qu'un jour le droit juridique, enfin les IA puissent devenir des personnes, avoir des droits, un statut juridique qui serait assez similaire à des humains. Est-ce que faudrait des preuves comme la science, de choses? C'est vraiment de la spéculation là. Alors c'est une question qui occupe depuis longtemps, et en particulier les auteurs de science-fiction. Je suis pas spécialement fan, mais je reconnais que il y a un certain nombre d'auteurs de science-fiction qui ont 30-50 ans d'avance sur les questionnements de la société, et je pense particulièrement à un ouvrage de monsieur Truong qui est Reproduction interdite, où lui il parle des clones. La question s'est déjà posée sur les clones, la question s'est posée sur les robots. Parce qu'aujourd'hui, on parle de l'IA, mais dans les années 60, 70, la question était celle des robots. À partir de quand le robot n'est-il plus une chose? Pourrait-il devenir une personne, etc. Faut-il attribuer la personnalité juridique à des choses? Débat qui touche aussi, et on revient aux animaux. Il y a des mouvements animalistes qui voudraient qu'on donne la personnalité juridique aux animaux, voire à des fleuves, comme ça s'est fait en Nouvelle-Zélande, où une communauté a attribué la personnalité à un fleuve. On peut discuter à l'infini des catégories juridiques. La question, c'est à quoi ça sert? À quoi ça sert? Et quelles sont les conséquences lorsqu'on attribue la personnalité ou même des droits à une personnalité juridique ou physique ou morale? La question, c'est qui va les exercer et contre qui? Contre qui? Le robot, l'intelligence artificielle, sujet de droit, pour l'instant, non. Dans l'état actuel du droit, non. Il s'agit de choses complexes, de choses qui peuvent être extrêmement élaborées, qui restent des choses, donc des outils. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme tous les outils, ils peuvent être des outils extrêmement positifs, qui peuvent sauver des vies. Avec le feu, la roue, l'atome ou un marteau, on peut sauver des vies, ou on peut tuer des humains. Avec un robot, on peut avoir à distance des actes salvateurs pour porter secours, mais on peut aussi, avec le même robot, causer des blessures ou des morts. Un drone, on peut sauver des vies, on peut tuer. C'est l'humain qui conçoit l'objet et qui le fait fonctionner, qui doit juridiquement rendre des comptes responsables. Respondere, ça veut dire répondre.
Est-ce qu'une machine peut répondre? Est-ce qu'un chien peut répondre? La réponse est non dans l'état actuel du droit. Ni une voiture, ni un drone, ni un chien ne peuvent être amenés à répondre. En revanche, l'utilisateur ou le maître du chien, du drone ou de la voiture ou du robot, eh bien, lui peut être amené à répondre de la manière dont il l'a conçu, fabriqué, entretenu ou utilisé. Et il pourra être amené à répondre d'une éventuelle faute volontaire, s'il s'est servi du matériel pour commettre un acte délinquant, ou un acte involontaire s'il a négligé, s'il a été imprudent dans le maniement de sa voiture, de son chien, de son drone ou de son robot. Donc voilà l'état actuel du droit 11 juillet 2025. Comment on analyse les choses. Est-ce que demain les choses peuvent changer? La question a été posée au sujet du véhicule autonome. En cas d'accident qui implique un véhicule autonome qui a écrasé une vieille dame, qui est responsable? Lorsqu'un tramway autonome, un métro autonome, ce qui existe déjà, cause un accident, qui est responsable? C'est pas le métro, c'est pas le véhicule qui est une chose. En revanche, ceux qui coordonnent son activité, qui contrôlent les pistes, les voies, la vitesse, etc., peuvent être amenés, évidemment, à en répondre. Au même titre, mais ça c'est pas neuf, depuis le développement du transport aérien, eh bien, lorsque il y a des avions qui circulent et qu'un contrôleur aérien s'endort, picole, ou envoie l'avion sur une montagne, le contrôleur aérien peut être amené à en répondre. Donc c'est pour le juriste contemporain, c'est l'être humain qui utilise des outils, et s'il y a un problème, c'est l'être humain qui doit répondre des outils et pas l'outil lui-même. Mais si je dois donner un exemple basique, si je prends le GPS de ma voiture, qui est déjà de l'intelligence artificielle, et que le GPS me dit faites demi-tour dès que possible ou tournez à droite, et si j'écrase quelqu'un en faisant cette manœuvre, c'est pas mon GPS qui ira au tribunal pour répondre de l'accident causé. On me dira, monsieur Pi, vous avez causé un accident. Oui, mais j'ai suivi mon GPS. Oui, mais le GPS est un outil, vous l'avez mal utilisé. Dans la question, il y a la question donc des critères selon lesquels il pourrait y avoir une évolution, parce qu'évidemment, encore une fois, et nous vous avons invité pour cela, donc nous vous en remercions, nous rappelons l'état du droit. Évidemment, nous partons de là. Mais nous sommes dans une perspective, dans une posture de réflexion tournée vers l'avenir. Et donc, nous nous demandons à quelles conditions on pourrait imaginer que ceux qui aujourd'hui sont considérés comme des choses, éventuellement donc des systèmes d'intelligence artificielle, pourraient éventuellement un beau jour finir par être reconnus comme personnes, donc auxquelles on pourrait attribuer la personnalité juridique, comme on attribue la personnalité juridique parfois, par exemple, à des entreprises, que sais-je, à des choses qui ne sont pas des personnes humaines. Donc ça, c'est pas complètement absurde de penser à autre chose que des personnes humaines. Mais la question, c'est donc celle des critères. Est-ce que vous pouvez concevoir qu'on en arrive à une telle bascule, ou est-ce que ça vous paraît indéfiniment, ou très difficile, ou voire impossible? Alors, pour partir de votre début de question, oui, la personnalité juridique se distingue depuis toujours entre les personnes physiques, les humains, tous les humains. C'était pas le cas en 1804, au moment du Code civil. Je vais y revenir, parce qu'il y avait des humains qui n'avaient pas la personnalité juridique, en particulier l'esclave, le mort civil, etc. Mais depuis le milieu du 19e siècle, tout humain a la personnalité juridique. Et puis, à côté de cette personnalité physique, il existe, vous l'avez dit, des personnes morales, c'est-à-dire une fiction qui consiste à attribuer la personnalité juridique, le statut de sujet de droit, à une entité, une association, une société, une collectivité locale. Alors, c'est une fiction, mais enfin, il y a des critères qui sont très importants, c'est que ces fictions ne peuvent exister que créées par des humains et pilotées par des humains. Une société, une association, il y a une collectivité locale, des conditions légales très strictes pour savoir qui est la tête, qui décide, avec différents organes, etc. Et la possibilité de mettre en compte et d'imposer à ces organes une responsabilité, d'une part, et d'autre part, aux personnes physiques qui composent les organes, une responsabilité. Si vous faites partie d'une association, vous le savez, le président doit chaque année faire voter le quitus moral, financier, etc. Et si c'est pas le cas, il va pouvoir, il va éventuellement être attrait devant les tribunaux pour répondre de la mauvaise gestion de la personne morale de l'association qu'il a mal gérée. Concernant l'IA, et encore je reprends l'exemple
pu tirer de ma génération, des robots, tant que c'est l'être humain qui les conçoit, les fabrique, les entretient et les pilote, je vois pas d'évolution globale sur l'attribution de la personnalité juridique à un système d'IA ou à un robot. En revanche, si on va, et vous avez prononcé le mot important tout à l'heure, jusqu'à l'invention un jour possible d'une conscience, alors là, oui, pourrait se poser la question soit d'une extension du statut des personnes, soit d'une création d'une troisième catégorie, chose, personne et chose intelligente, ou sous-personne, ou je ne sais pas comment l'appeler, entité ex nihilo, nouvelle, etc. La question que se pose un juriste en 2025, c'est pourquoi faire? Et là encore, à l'égard de qui? Parce que ça veut dire qu'il va y avoir un moment, si on invente cette troisième catégorie, des conflits entre l'être humain et la chose qui lui appartient, entre ma voiture et moi. Si un système extérieur d'intelligence artificielle vient dégrader, abîmer les performances, je peux lui faire un procès à ce système, devant quelle juridiction, etc. Et ainsi de suite, on peut multiplier les exemples à l'infini. Je peux avoir un conflit entre ma chose, mon bien, et une autre chose via une intelligence artificielle. Enfin, il va y avoir ça crée toute une galaxie de contentieux possibles si on est dans un rapport juridique à 3 catégories au lieu de 2. Ça ne veut pas dire que c'est impossible et que ça n'aura pas lieu, mais en tout cas, il va falloir imaginer beaucoup de choses. Je reviens à ce roman des années 80 de Jean-Michel Truong, qui lui avait raisonné sur les clones, et il avait projeté un système où les clones étaient en fait des sous-humains qui pouvaient remplacer dans certains cas et suppléer, mais qui pouvaient surtout être des réserves d'organes. C'est quelque chose qui iconoclaste par rapport à notre système de pensée. Maintenant, certains vont dire, mais c'est ce que vous faites déjà avec les animaux. Vous les bouffez, vous prélevez des organes, des tissus, des médocs, etc. Vous utilisez du vivant dans une catégorie autre que les personnes. C'est l'argument des antispécistes. Donc pourquoi pas imaginer demain des sujets de droit vivants autres que l'homme, des sujets juridiques, des personnes juridiques autres que vivantes. Je crois que c'est dans La guerre de Troie n'aura pas lieu que Giraudoux dit la plus grande imagination est celle des juristes qui sont capables d'inventer des systèmes totalement nouveaux par rapport à des situations nouvelles. Évidemment, je reprends la formule qui est pas de moi, mais qui est de Boutros-Ghali, toute société humaine fabrique le droit qui lui ressemble et qui lui convient. Donc on fabriquera le droit qui conviendra à ces évolutions technologiques. Ça viendra pas d'au-dessus ni d'un tiers, c'est les sociétés qui fabriqueront le droit qui leur convient, et pas toutes à la même vitesse, parce que on l'a vu, l'Allemagne, l'Italie, la France, pour ces 3 pays limitrophes, n'ont pas les mêmes règles sur tout. Donc, il y en aura d'autres dans les années à venir. Formidable. Une dernière question, nous arrivons progressivement vers la fin de notre entretien, pour aborder un sujet qu'on a effleuré, mais je vais vous amener dans une direction bien spécifique, et on va terminer par la fin, justement, pour arriver à une question sur la conception juridique et sociale de la mort. Vous l'avez évoqué plus tôt. Comment elle a évolué au fil des siècles? On l'a dit, on est passé de la mort cardiaque à la mort cérébrale. Mais la question, c'est comment est-ce que le droit pourrait s'adapter, en quelque sorte, à de nouvelles formes de mort ou de survie? Parce que les technologies aujourd'hui modifient la frontière sans doute progressivement et offrent d'autres éventualités. Par exemple, certaines sont rendues possibles par ce qu'on appelle la cryogénisation, le fait donc de faire descendre un corps à moins 196 degrés Celsius dans de l'azote liquide. Il n'y a plus trop d'activité cérébrale à cette température-là. Donc, quel est vous allez nous dire, le statut actuel de ce type de situation? Qu'est-ce qui se passe en France? Qu'est-ce qui se passe à l'étranger? Est-ce que la conception de la mort pourrait évoluer si un beau jour on arrive, ce que espèrent les gens qui misent sur la cryonie ou la cryogénisation, donc à ramener à la vie donc ces corps. Donc ça, c'est un premier exemple important. Et puis, on peut se poser également la question à travers tout le développement de ce qu'on appelle les avatars numériques, ou pour pas parler, enfin, si on veut pousser jusqu'au bout, parler de situations alors là, on est complètement dans la science-fiction, de transfert de conscience. Est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à considérer que
il n'y a jamais eu de mort. Quel pourrait devenir le statut de la mort dans ce type d'hypothèse, pour le coup un peu ou beaucoup futuriste? Donc, quelle évolution pourrait redéfinir les notions de personne? Bon, après, on n'aura peut-être pas le temps, mais il y avait des questions sur qu'est-ce que ça peut donner en termes de succession, par exemple, si donc on a des transferts de personnalité ou des continuations de personnalité, soit avec un changement de support, soit avec, dans le cas de la cryogénisation, une espèce de parenthèse, donc dans l'existence de cette personnalité. Alors, évidemment, ça fait beaucoup de questions. J'ai essayé de les ramasser un petit peu ensemble. Moi, j'en ai repéré trois oui, pour essayer de faire une réponse argumentée. Il y a la question de la définition de la mort. Il y a la question des sépultures et la question des successions. Mais ça donc, progrès technologique. Si vous voulez insister sur, par exemple, l'exemple de la cryogénisation, peut-être que ça... Il y a eu des coupures, j'ai malheureusement pas entendu la question. Pardon. Est-ce que on peut insister notamment sur tout ce qui relève, enfin, ce qui tourne autour de la cryogénisation? Oui, bien sûr. Alors, sur la définition de la mort, ce qui est intéressant, c'est qu'on en est à la 4e définition juridique de la mort, après Hippocrate et les signes cadavériques, après l'absence de respiration, puis l'absence de battement cardiaque, et puis aujourd'hui, et depuis 1968, la mort cérébrale. Au passage, ça c'est l'évolution de la science et du droit, mais la notion de mort cérébrale n'est toujours pas bien maîtrisée dans notre population. Et j'entendais encore récemment une émission où on parlait de l'expérience de mort imminente, etc., où les gens en sont encore à « mon cœur s'est arrêté, on m'a fait une stimulation cardiaque, donc j'ai été mort pendant quelques secondes ». Non, t'as pas été mort, puisqu'aujourd'hui le cœur c'est une pompe, on peut l'enlever, le changer, le greffer, etc. Et c'est la définition de la mort, c'est la mort du cerveau. En revanche, ça évoluera, il y aura une 5e définition, le jour où on pourra faire des greffes de cerveau. Le jour où on pourra, un cerveau mort, détruit, etc., de quelqu'un donc qui sera déclaré mort, remplacer ce matériel obsolète par un cerveau, soit donneur, soit un cerveau chimique, artificiel, organique, etc. Là, ça se posera la question de la même définition de la mort. C'est pour l'instant pas le cas. On est très très loin puisque le nombre de terminaisons et de connexions rend impossible pour l'instant le projet, même chez les animaux les plus basiques, chez la souris ou autre, on est très 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 loin de pouvoir faire des greffes de cerveau. Mais si un jour ça arrive, là ça remettra en cause toute cette question. Sur les sépultures, alors ça tombe très bien parce que j'ai reçu un ouvrage que j'ai piloté il y a quelques semaines qui porte sur les nouvelles sépultures et en particulier toutes ces innovations qui sont proposées autour de l'humusation, la résomation, la cryomation, la lyophilisation, etc. et évidemment la cryogénisation. Dans l'état actuel du droit, la cryogénisation a été déjà tentée en France, à 2 reprises par des individus qui avaient mis en place des systèmes contrôlés, etc. Et ils ont été, ces systèmes, déclarés illégaux par le Conseil d'État, parce que dans l'état actuel du droit français, depuis une vieille loi de 1887, il n'y a que 2 modes de sépulture, inhumation et crémation. Et de manière très très exceptionnelle, l'immersion, mais c'est vraiment infinitésimal. Et c'est toute la question de savoir, parce que dans d'autres pays, il y a d'autres techniques qui sont rendues licites, à titre expérimental ou définitif, et est-ce que ça va évoluer en France? Ben là encore, il y a des mouvements militants qui, et vous verrez, je vous le conseille, les nouvelles sépultures, édition Kéros, eh bien, vous verrez quel est le cadre juridique de ces pays et quelles sont les possibilités. Il est, là encore, de choix politique de dire, est-ce qu'on ouvre vers d'autres possibilités? Cryogénisation, dans l'état actuel, la cryogénisation, elle peut s'appliquer à 2 catégories d'humains. Soit l'individu vivant, je me fais cryogéniser tout de suite, maintenant, etc. Auquel cas, ça sera un acte mortel, puisque le refroidissement extrême peut être une cause de disparition des activités organiques générales et en particulier cérébrales, dont on peut tuer quelqu'un en l'enfermant dans un congélateur. Malheureusement, on a des cas dans l'histoire du monde. Deuxième hypothèse, ça s'applique à quelqu'un qui est mort, qui a été diagnostiqué en situation de mort encéphalique, de mort cérébrale, auquel cas c'est un mode de sépulture qui est dans l'état actuel du droit illégal. Donc voilà ce que on peut dire aujourd'hui. Ça peut paraître un peu brutal, comme juriste de stricte observance orthodoxe, mais je n'ai pas d'autres réponses à vous donner pour l'instant. Et puis la question des sépultures, et en particulier de la sépulture numérique, elle se pose déjà.
Elle se pose non pas au travers de est-ce que ma conscience peut être numérisée et mise dans un cloud? Pas tout à fait à ce point-là, pas ma conscience. En revanche, se posent des questions que ne se posaient pas nos grands-parents sur qu'advient-il de mes réseaux sociaux, de ma page Facebook, de mon Insta avec 3 millions de followers, ce qui a une valeur économique importante, etc. Est-ce que mes héritiers héritent de ma page Instagram? Et puis, on va aller encore plus loin pour conclure cet entretien. Ce podcast d'1 heure, si demain vous ou moi sommes décédés, qui a des droits? Qui va en hériter? Est-ce que quelqu'un peut en faire un extrait pour un film ou un clip et gagner de l'argent avec nos échanges d'aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un peut, etc., tirer un bouquin des propos qu'on a tenus, vous et moi, et en faire un article dans un journal et gagner des millions? Ce sont des questions qui se posent aujourd'hui au travers de l'utilisation de nouvelles technologies. Il y a 100 ans, on aurait discuté autour d'un café et il n'y avait pas de traces d'incorporation de nos propos dans un support, sauf prise de notes, ce qui était une œuvre intellectuelle. Mais là, aujourd'hui, peut-être que le logiciel que vous utilisez a pu retranscrire les données et a pu en faire un certain nombre de produits qu'il pourrait exploiter. Ok, ouais, c'est des questions... C'est vraiment de très très moderne tout ça, et puis il y a aussi des cas où j'avais vu ça dans un pays, je crois que c'était l'Angleterre, où il y a une reconstitution numérique à partir d'intelligence artificielle d'une personne décédée qui participait à ses propres funérailles et qui a été fait par son fils, et ça a choqué évidemment la salle, quoi. Et bien sûr. Là, aujourd'hui, on le sait très bien, avec l'intelligence artificielle, vous récupérez ma voix, mon image, vous me faites chanter une chanson, vous me faites parler à mes funérailles. Mais encore, j'ai envie de dire, c'est pas très nouveau. Le célèbre acteur américain Yul Brynner, acteur chauve qui joue dans Les 7 mercenaires, etc., est décédé d'un cancer du poumon. Il était un grand fumeur. Il avait enregistré, avant sa mort, des clips pour dissuader les gens de fumer. Et ces clips commençaient par: aujourd'hui, je suis mort et je vous parle de l'au-delà et je vous dis qu'il faut pas fumer, etc. Ça a choqué les gens de voir arriver celui dont ils savaient qu'il était mort et autres, mais c'était juste un décalage dans le temps des images qui avaient été filmées avant sa mort. L'intelligence artificielle ne fait juste que pouvoir faire a posteriori ce qui autrefois devait être anticipé. Mais bon, ça pose néanmoins des problèmes, y compris économiques. Si vous faites chanter aujourd'hui à Dalida de nouvelles chansons en utilisant sa voix et l'intelligence artificielle, qui touche les droits? Elle est morte, si elle n'a pas d'héritier, est-ce qu'on peut gagner de l'argent en utilisant l'image, les sons, et puis est-ce qu'on peut pas faire, et on l'a vu, des messages politiques où une personnalité va dire des choses contraires à ses convictions, mais parce que quelqu'un aura programmé? C'est le problème des fake news et des deepfakes dans le domaine pornographique. Oui, l'IA est un outil pour faire des choses, y compris illicites, mais là encore, je fais un peu mon ancien combattant. Le président Pompidou a vécu un grand drame dans sa vie personnelle, c'est qu'il y a eu des photomontages qui ont été faits, pornographiques, avec des images de sa femme, avec différents amants, etc. C'était des faux, mais tellement bien faits que ceux qui les ont vus ont cru que c'était des images de partouze avec Madame Pompidou. Ça a causé un tort. Jusqu'à la fin de sa vie, il avait dans sa poche un carnet avec les noms de ceux qui avaient commis cet acte. Il n'y avait pas d'IA à l'époque, hein. C'était avec des révélateurs, du fixateur, etc., en noir et blanc et autres. Mais déjà à l'époque, il y avait des humains qui utilisaient la technique photographique pour faire du mal, pour faire du fric ou pour un combat politique, etc. Oui, l'IA va aussi servir à certains à sauver des vies, à faire de l'IA en santé, etc., du diagnostic, ou à causer des catastrophes, à provoquer des préjudices, voire des morts. Oui. Mais c'est pas l'IA qui est en cause, c'est pas l'appareil photo, c'est pas le revolver qui tue, c'est celui qui s'en sert et qui va mal s'en servir. Très bien. Bon, merci encore. Je crois que ça va conclure cet épisode. On mettra le lien de votre ouvrage dans la description pour ceux que ça intéresse. C'est vrai que ça a l'air, toutes ces catégories-là que je connaissais pas des noms que j'ai jamais entendus, en fait. Donc, c'est super. Merci à vous.